Oui, bonjour. Donc, je vous parlerai sujet technique d'une machine de radio. Alors, je vais parler devant Gabriel. Gabriel a été à l'origine de la mise en place de la machine. Mais il ne m'en voudra pas, comme il m'a formaté dès le départ, finalement, ça fait un lot. Et ma façon de penser vient de celle de Gabriel. L'histoire, d'ailleurs, c'est que tu revenais des États-Unis, c'est ça, hein, il n'y a pas longtemps, enfin, quand j'étais ton interne. Ça fait pas longtemps que tu revenais de San Francisco. Et il est revenu. C'était le dernier millénaire. Et il est revenu plein de gammes, façon de penser avec des gammes. Et alors que c'était pas du tout le cas en France, on raisonnait pas par liste. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là, donc il a formaté notre esprit comme ça, et ça a modifié toute ma carrière. Voilà. Alors, je crois que j'avance comme ça. Donc, je vous parle avec Philippe Orcel de l'intérêt de la machine EOS dans les maladies constitutionnelles. L'EOS, c'est ça, c'est une cabine de douche, vous voyez, où c'est un appareil de radio, ce truc-là. C'est un appareil de radio et le patient se tient debout et puis en totalité, comme ça, voilà ce que c'est. C'est une radiographie très spéciale. Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes ? Eh bien, dans ces boîtes, il y a l'invention de Georges Charpak, qui est en fait un détecteur très particulier qui, avec une boîte qui contient des gaz et qui a la propriété de transformer les photons en électrons, mais en les amplifiant de façon considérable, donc ce qui permet d'augmenter le signal et donc d'économiser de la dose aussi. Et puis, à cette invention qui est brute comme cela, il y a eu voilà donc comment ça se passe. Il y a eu donc quelque chose de technologique en plus qui est venu se mettre, c'est que d'abord on a eu les créateurs, je ne sais pas qui a eu l'idée d'ailleurs, tu me diras, enfin qui a vraiment été à l'origine de cette conception, parce qu'une chose est d'avoir la découverte de Charpak, l'autre chose est de la mettre en œuvre comme vous voyez, c'est-à-dire de mettre deux tubes qui vont parcourir le corps en même temps et vont permettre d'obtenir une acquisition synchrone à la fois d'un grand cliché de face et d'un grand cliché de profil. Alors synchrone, d'abord on a deux vues, vous le comprenez bien, mais comme c'est parfaitement synchrone, il n'y a aucun mouvement entre les deux acquisitions, et à partir de ces deux acquisitions, on va pouvoir donc les recaler et faire de l'imagerie 3D, comme presque un scanner, à partir d'une information préalable, parce qu'on n'a pas l'information du volume, mais en prenant des volumes de référence, on peut les déformer pour s'adapter à la physiologie de la personne et ainsi obtenir l'équivalent d'un 3D. Donc en fait, il y a autre chose d'importante à comprendre, c'est que vous savez qu'en radiographie, le rayon est ce qu'on appelle un fan, est un cône. Et dans ce cône, il y a deux conséquences quand le rayonnement est conique. C'est qu'il y a une déformation de l'image, d'abord. Et deuxièmement, qu'il y a un diffusé. Dans l'appareil EOS, le faisceau de rayon X est en pinceau, c'est-à-dire qu'il est strictement parallèle. C'est un rayonnement parallèle et très collimaté, très avec des collimateurs qui permettent d'avoir un rayonnement horizontal. Et c'est ce rayon horizontal qui va balayer, puisqu'il y en a deux, qui vont balayer le corps et acquérir, si vous voulez, tranche par tranche, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, ce sont les gros avantages de cette machine. Et voilà donc ce qu'il y a dans cette machine. Alors, quels sont les avantages de cette acquisition bien particulière? La première, c'est que ce balayage, c'est comme dans un appareil de densitométrie, si vous voulez, c'est exactement ça ressemble beaucoup à certains appareils de densitométrie. Eh bien, on peut balayer comme on veut, et c'est un problème mécanique. Et donc, on peut balayer le corps entier et avoir un squelette en entier de la personne. Deuxièmement, ce n'est pas mince, c'est que la personne peut se tenir debout. Et ça, c'est quand même très particulier, peut-être pas par rapport à la radio, mais par rapport au scanner. Quand vous avez un scanner, on est par définition couché. Comme je vous l'ai dit, l'acquisition synchrone d'une face et d'un profil permet, à partir de calculs théoriques, d'obtenir un 3D. Et comme en plus, la taille n'est pas déformée, elle est réelle, parce que le rayon est perpendiculaire, eh bien, on a des reconstructions et des mesures 3D et 2D corrigées. Qu'est-ce que ça veut dire, corriger? Il y a dans notre corps des angles que l'on mesure sur des radiographies. Mais il faut bien comprendre qu'un angle mesuré sur une radiographie, c'est la projection d'un angle qui est en 3D sur un 2D.
L'angle, il est pas fort, il peut être n'importe comment. Donc, en fonction de la projection que vous allez avoir, l'angle va être modifié. Tandis qu'ici, vous avez une mesure qui est en 3D et l'angle, par définition, est exact. Voilà, et ça joue énormément. Et puis, bien sûr, l'autre avantage, c'est de diminuer la dose d'irradiation. Alors bon, le point de vue commercial, ils disent 5 fois. Je ne suis pas sûr, hein, certainement pas en tronc, c'est certainement pas 5 fois. Parce qu'entre-temps aussi, les autres appareils de radio ont fait des économies de dose. Donc il faut moduler ça. Mais en fait, il y a un gain de dose indiscutable. Et puis, il y a quand même des moins dans cet appareil EOS. C'est que sa résolution n'est quand même pas celle d'une radiographie. Une radiographie, c'est 130, 150 microns à peu près de résolution. Le pixel, 130 microns. Ici, on se situe à 500 microns. Donc un volume élémentaire de détecteur 3 fois plus gros. Maintenant, je peux vous le dire, parce que j'étudie avec Thales, par exemple, l'influence de la taille du pixel. Ça joue, mais dans une certaine mesure que l'on récupère énormément par le contraste. Parce que ces appareils permettent de contraster, et donc on perd, c'est indiscutable en résolution spatiale, mais on gagne en contraste, donc ça fait un moyen terme. Et puis il y a un autre problème quand même que je n'ai pas cité ici, c'est que le rayonnement est très suffisant sur les membres, donc on a un très beau contraste. Par contre, dans le tronc, alors chez les enfants, vous n'avez pas ce problème-là, parce qu'un enfant, c'est fin et petit. Par contre, nous, quand les sujets augmentent, en général, on augmente de volume avec l'âge, eh bien, des fois, dans le tronc, les images sont de moins bonne qualité. Puis, il y a encore un dernier inconvénient, c'est que le balayage est maximal de à peu près ceci, ça doit faire 40 ou 50 cm, et que malheureusement, notre corps, vous voyez comment on est fait, les jambes, ça rentre, mais les bras, ça ne rentre pas. Et donc, on coupe les bras, et il n'y a pas des bras sur les squelettes que je vais vous présenter. Il y a une façon de pallier, c'est de faire deux émis-acquisitions. Si vous voulez avoir le corps entier, il faut faire une acquisition d'un côté gauche et une autre acquisition du côté droit. Alors, ça pose des problèmes de volume. Ça va être des acquisitions 2D. Donc, voilà. Donc, voilà comment ça se présente EOS. Vous voyez, là, c'est une partie. J'ai mis que le tronc. Et puis, le gros avantage, bien sûr, vous voyez que la qualité de l'image est somme toute très correcte. Et puis, vous avez toute possibilité de mesure qui sont figurées ici. Le plus courant, au départ, on s'est intéressé, bien sûr, à l'angle de Cobb et le suivi des scolioses, bien entendu. Voilà un exemple de 3D. Comme je vous l'ai expliqué, il y a une espèce de recalage d'un volume préexistant dans le logiciel. Et on peut représenter la scoliose comme ceci avec de multiples représentations. Et même, ce que je n'ai pas mis ici, c'est une vue d'en haut. On peut représenter la scoliose vue d'avion. Et ça permet d'avoir une idée globale de la scoliose et de son très important, c'est un sujet d'étude actuellement, de ses conséquences sur les volumes pulmonaires. Ça, c'est très important parce que dans les grandes scolioses, c'est le problème, bien sûr, numéro 1. Mais chez nous, chez les adultes, nous, notre problématique, c'est les membres inférieurs, dans les gonarthroses, par exemple. Et c'est très important. Et c'est très important de connaître la déformation, non pas en 2D, mais en 3D, la déformation corrigée, parce que dans les genoux arthrosiques, il y a un phénomène de rotation, des anomalies de rotation. Et là, les mesures 3D sont très précieuses dans ce cas présent. Voilà. Et un autre élément qui va nous intéresser beaucoup, à nous, médecins de l'adulte, ça va être l'équilibre sagittal. Parce que, comme vous le voyez ici, normalement, l'homme vit en économie d'énergie. Et pour tenir debout, il faut globalement que le centre de la tête, qu'on peut assimiler au conduit auditif externe ici, soit en arrière des hanches, du bassin se projette en arrière. Et la vie va faire, l'âge, le temps va faire que tout va se passer comme si on voulait nous déplacer le tronc en avant. Et il y a un moment où le tronc va se déplacer et où il va falloir faire un effort permanent, d'abord de déplacement, de correction avec les hanches et les genoux, puis un effort permanent des muscles érecteurs pour redresser le visage et redresser le regard, qui est en lui-même une source de douleur. En plus, il y a toutes les conséquences de la syphose que Christian Roux, ici, avec son équipe, ont remarquablement étudié. On sait que
la syphose, ça a des conséquences non seulement dans la morbidité, non seulement dans la marche, dans le risque de chute, de nouvelles fractures, mais aussi sur la mortalité. Donc ça, pour nous, médecins de l'adulte, c'est un élément extrêmement important de pouvoir tracer ces grands axes tels que vous le voyez ici et voir comment ils se projettent par rapport au bassin et aux hanches en particulier. Et nous avons des résultats chiffrés qui apparaissent ici avec une cotation très bien faite, où vous avez toutes les données qui apparaissent de façon automatique. Une fois que c'est fait, il faut tracer bien sûr les points de référence, la machine vous donne ces points. Voilà. Alors, si pour aller vers vous et voir en pédiatrie quand même les applications, eh bien j'en ai pris quelques-unes. Alors je dirai un mot de la dysplasie fibreuse, parce que Roland Chapurla en parle juste après moi, mais simplement pour vous montrer les applications mécaniques, orthopédiques. Alors c'est que c'est une maladie qui peut être osseuse notamment, et qui peut être monostotique, toucher un seul os ou plusieurs os. Habituellement, on fait le bilan de la maladie en scintigraphie osseuse. C'est très commun de voir sur une scintigraphie l'ensemble des os touchés. Mais là, cette maladie comprend aussi des aspects orthopédiques, une scoliose parfois, et surtout des déformations des membres qui peuvent être des incurvations, des désaxations, des raccourcissements. Et dans ce cadre-là, EO, c'est précieux. Je vais vous en montrer. Le mieux, c'est de vous montrer quelques exemples, comme chez cette femme de 34 ans qui a une dysplasie fibreuse monostotique connue depuis l'enfance. Voilà sa scintigraphie. Il n'y a qu'une seule localisation. Et voilà une acquisition EO, ce que ça vous donne. Vous voyez qu'elle porte une talonnette du côté gauche, puisqu'elle a un raccourcissement du membre inférieur gauche qui est dû à cette coxa-vara très particulière, très caractéristique de la dysplasie fibreuse et cette déformation que vous voyez ici. Ça permet de voir que les genoux gardent un interligne horizontal. Elle garde un membre aligné. Le membre reste aligné malgré la déformation, comme vous pouvez le voir. Voilà, et puis vous avez la même chose de profil et le calcul 3D. Puis je vous montre la radiographie du bassin chez cette jeune femme mince quand même, il faut le dire. Vous voyez que la qualité de l'analyse est extrêmement correcte. C'est tiré des hausses, on peut faire des centrages, on peut même faire des acquisitions centrées. Alors ça fait un nouveau cliché, mais on peut faire une acquisition centrée qui permet d'augmenter un peu la résolution. Donc voici un exemple vous voyez que l'analyse est largement suffisante et que ça dispense dans ce cas de faire des radiographies. Voilà. Un autre homme porteur d'une dysplasie fibreuse, mais cette fois-ci très étendue, vous allez voir très particulière. Il a même une tumeur pancréatique qui fait partie de cette maladie. Et il a une fracture de la diaphyse fémorale qui est en pseudarthrose. Il a toute la dysplasie fibreuse des os avec cette immense tache caféolée. Là, vous avez l'atteinte de son crâne, et puis ici, sa fracture du fémur, et puis des masses. Vous avez vu qu'il a des masses partout. Et voici la scintigraphie osseuse. Vous voyez qu'on a une qualité radiographique relativement bonne, avec une déformation aussi en coxa-vara. Vous voyez que l'analyse, je voulais juger la qualité des images. Voilà. Et de la scoliose qui peut être analysée. Alors en plus, ça c'est juste par coquetterie que je vous mets ça. Donc vous voyez, il a toutes ces masses dans les tissus mous. Ce sont des myxomes, et vous savez que les myxomes s'associent à cette maladie. C'est le syndrome de Mazabro. Voilà, alors des images plus subtiles, quelles sont les limites des hausses? Je vous mets quelques clichés. Alors, c'est plus facile chez l'enfant, parce que, encore une fois, le contraste est meilleur. Alors, vous voyez bien cette image ici. Voilà, donc là, on voit bien. Ici, vous devinez à peine. Moi, je le vois mieux sur mon écran à moi. Mais il y a aussi une petite tache. Vous voyez, c'est les limites. Mais est-ce que c'est important de louper ces trucs-là? Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est de voir les grosses déformations, ce qui pose un problème orthopédique. Si à un endroit, il y a un petit foyer de dysplasie fibreuse, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc vous voyez ces images. Voilà. Alors, vous voyez la qualité sur le rachis. Là, chez l'enfant, c'est de très bonne qualité. Et puis, on peut jouer sur les contrastes, bien entendu. Autre exemple d'ostéogenèse imparfaite, un patient de Martine Cohen-Solal et Philippe Orcel. Avec, voilà, vous voyez peut-être pas souvent les ostéogenèses imparfaites à un âge avancé. Là, ce qui va poser problème, c'est la déformation. Un âge avancé, oui, mais... Non, mais entendons-nous. Tout est relatif.
Tout est relatif. Je dirais pas moi, alors encore plus. Hein. Voilà, donc l'équilibre ici, le problème d'équilibre, vous voyez que l'axe de la tête va se porter en avant, largement en avant des hanches. Et donc c'est un élément extrêmement important. Là, en particulier, avec le rachis, c'est déséquilibré, donc la personne doit faire un effort de redressement permanent. Un autre exemple différent, pour terminer, dans une maladie exostosante, avec un patient qui a 71 ans, alors là c'est un âge très avancé, et vous rapprochez, j'ai peur, non, ça va aller. Donc dans cette maladie exostosante, vous voyez, vous pouvez faire le bilan ici d'une exostose assez, bon, c'est pas un bilan fin, hein, mais on peut concevoir qu'on voit cette exostose. Moi je dirais que peut-être qu'il faut avoir la prudence peut-être de faire, par exemple, un bilan quand même radiographique classique ou tous les ans, mais peut-être que certains contrôles peuvent être remplacés par les hausses dans cette maladie. Voilà encore l'exostose ici. Et je vous montre l'analyse des membres avec, par exemple, ces exostoses-là qui peuvent être surveillées. C'est une surveillance qui est tout à fait correcte, comme vous le voyez. Voilà, alors en conclusion, eh bien... Donc l'EOS permet une détection corps entier avec un bon contraste, une résolution correcte. Et il ne faut pas la voir comme la panacée qui remplace tout, mais qui peut remplacer les contrôles à certaines échéances et qui permet, si nécessaire, de centrer un examen en coupe. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un examen en coupe plus irradiant très étendu, ben vous pourrez le centrer. Il permet surtout, c'est l'aspect pour nous très important, de mesure orthopédique. Ça, c'est précieux pour les chirurgiens, en position debout, en 3D avec des mesures qui sont réelles et permet là donc véritablement d'économiser du scanner. Et puis pour le suivi, ces avantages se cumulent avec la basse dose d'irradiation. Merci de votre attention. Juste une remarque, ça se fait aussi en position assise. Oui. Ouais. Ça, c'est une avancée pour au moins les OI, quoi. Les bras, pardon. Je dis très intéressant. Merci, madame. Mademoiselle, pardon. Jean-Denis, tu demandais qui avait eu l'idée. En fait, l'idée vient de Georges Charpak lui-même. Ah, c'est Georges Charpak lui-même. Au tout départ, il était à Novosibirsk, il travaillait avec les équipes russes. C'était pour faire des pelvimétries. La première idée, c'est pour une pelvimétrie. Et ensuite, tous les développements 3D, ça a été l'apport de Jean Dubousset. Ah oui. Mais Voilà. qui a pensé à mettre les deux tubes comme ça? Comme on cherchait du 3D, c'est ensemble. Tu vois. Ah oui. Mais l'idée, de l'approche, le vilebrequin, le fameux vilebrequin du rachis, cette vision 3D qu'il avait de l'orthopédie, c'est comme ça qu'on y est arrivé. Hein. Mais la première image, la première conception, c'est Georges lui-même. Hein. Je voulais juste savoir qui prescrivait ce type d'examen et s'il y a ces machines dans de nombreux hôpitaux, enfin où c'est qu'on en trouve? Je peux vous répondre. Il y a à l'heure actuelle, puisque moi j'ai eu la chance de pouvoir suivre la société, je crois qu'ils sont pas loin des 100 machines dans le monde. Donc je crois qu'une petite trentaine en France, hein, ça commence. Il y en a 6 ou 7 à la paix, enfin à peu près. Ça se développe. Il y a un facteur limitant. Il y a 2 facteurs limitants. C'est qu'on ne peut pas tout faire avec, et c'est quand même 1,5 million d'euros. Donc il faut avoir une activité orthopédique, d'ostéo-articulaire importante. Mais quand on en parle en dehors de la France, ils connaissent pas tellement. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai... Mais je parle de l'Europe. Quand j'ai fait la présentation des outils de la filière au réseau européen, ils ne connaissaient pas du tout. Ils étaient extrêmement intéressés et admiratifs, mais ils ne connaissaient pas l'EOS. Oui, non, mais ça a commencé. La première machine a été implantée au Canada, puis après en France. Et la paix a mis un certain temps à la découvrir. Très innovant et un avantage. Juste encore un point. Tu parlais de l'irradiation.
c'est vrai qu'au départ, on irradiait beaucoup moins que les machines qui étaient sur le marché. Et l'apparition d'EOS, enfin des machines EOS, qui a été très critiquée, combattue même avec haine par les grands constructeurs de matériel radiologique, néanmoins les a obligés à faire des grands progrès. Ça a été ça, ils ont été stimulés pour ça. Est-ce que vous avez encore... Il y a encore une question. Une question à propos de la statique dans le corps sagittal. La problématique, je trouve qu'il y a pas mal de positionnels dans cette statique dans le corps sagittal qui sont obligés de se tenir et ils ne sont pas forcément en équilibre statique dans le corps sagittal. Je trouve qu'il y a une grande variabilité dans les suivis de scoliose pédiatrique. Des fois, c'est un déséquilibre antérieur, des fois un déséquilibre postérieur. Je trouve qu'il y a une certaine limite quand même à évoquer là-dessus. Christian, tu peux répondre à cette question parce que tu as étudié le sujet. Oui, je peux répondre pour l'adulte. On a regardé les différentes positions. Alors EOS a des noms très imagés pour les positions comme Ramsès, etc. Et en pratique, chez l'adulte en tout cas, les différentes positions des bras avec ou sans barre ne modifient pas les angles de manière significative. Mais chez l'adulte, je n'ai aucune expérience de l'enfant.